Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce premier after work des URPS médecins libéraux de Bretagne que je représente aujourd'hui. Donc, je suis le docteur Loïc Cardilès et nous avons mis en place ce premier webinaire sur les données de santé numériques que l'on manipule tous les jours, on va dire. Ces données de santé représentent un véritable trésor actuellement. On voit bien ce qui s'est passé dernièrement dans le Grand Est de la France avec un vol de données au niveau d'un GHT et une demande de rançon. Donc nous, en tant que professionnels de santé, nous sommes garants aussi de ces données de santé. Nous aurons une première partie pour faire le point sur le cadre légal avec M. Desjean Pasneau, qui est magistrat et directeur délégué à la sécurité de l'ANS, qui va reprendre toutes les obligations qui nous incombent dans notre exercice sur le stockage des données de santé et aussi sur le partage des données de santé, puisque on a beaucoup de retours de mésusage aussi d'outils numériques actuellement où transitent beaucoup de données de santé qui pourraient tomber dans le domaine public ou dans des mains malveillantes. Et aussi, on aura la présence d'un offreur de services en numérique, le groupe Doctolib, qui sera présent et qui nous expliquera le voyage un peu de la donnée de santé au sein de sa structure. Tu mets la suivante. Alors, on est sur un format double avec des gens présents dans la salle et vous autres qui êtes connectés. Vous aurez la possibilité de poser vos questions par le module QR. Là. Voilà. Donc, je vais laisser donc la parole à Monsieur Guillaume Desjean Pasneau, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, de l'ANS. Merci à vous, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir pour ces échanges. J'aurais préféré être présent avec vous à Rennes, mais c'était un peu compliqué. Écoutez, je me propose là très succinctement de vous donner quelques éléments un peu effectivement sur à la fois le cadre réglementaire qui s'applique en matière de protection des données, et puis peut-être aussi réfléchir avec vous à quelques pistes pour essayer de vous orienter sur un sujet dont il faut bien reconnaître qu'il est compliqué, à la fois sur le plan juridique et puis aussi technique. Mais c'est de fait un sujet qui aujourd'hui est devenu important parce qu'il y a un sujet de responsabilité derrière pour les professionnels que vous êtes, je leur dirai un mot, et dans le contexte qui a été rappelé à l'instant, et dans le contexte de le développement de la e-santé, des systèmes d'information de santé, on ne peut plus aujourd'hui faire l'impasse sur ce sujet réglementaire, et il faut le connaître à minima et savoir ce qu'on doit faire. Alors peut-être sur le premier slide, j'ai préparé 3 slides. Déjà, vous rappelez un peu quel est le rôle de l'Agence du numérique en santé. Donc, cette agence est un GIP, un groupement d'intérêt public dont la gouvernance est partagée entre le ministère de la Santé, l'assurance maladie, la CNSA, et depuis moins de 2 ans, les régions, avec les grades et les ARS. Et notre mission, si on devait résumer, c'est vraiment d'accompagner la transformation numérique du système de santé aux côtés de tous les acteurs concernés, donc y compris les industriels, les professionnels de santé que vous êtes, avec un objectif qui est de renforcer et de faciliter l'échange et le partage informatique de données de santé. Pourquoi ? Pour fluidifier les parcours de soins, pour améliorer, si c'est possible, la qualité des soins, pour faire des économies parfois aussi. Enfin, bref, il y a plein de motivations qui incitent les pouvoirs publics à développer la e-santé. Et ce qui nous importe, nous, c'est que ce développement se fasse dans le respect de 3 principes qui sont pour nous essentiels, qui sont l'interopérabilité, faire en sorte que les systèmes d'information communiquent bien, et aussi la sécurité et l'éthique. Et c'est donc au titre finalement de ces principes de sécurité et d'éthique qui gouvernent un peu toute notre action qu'on revient sur la problématique de la protection des données de santé. À l'agence, on a un rôle un peu multiforme puisqu'on est à la fois régulateur, on produit des référentiels, par exemple des référentiels en matière de sécurité,
dont l'objectif est que ces référentiels, évidemment, soient appliqués par les éditeurs, les industriels, et puis derrière par les professionnels de santé qui utilisent les solutions. Je pense que notre interlocuteur de Doctolib parlera du dispositif d'hébergement de données de santé. Typiquement, l'ANS a travaillé à des référentiels sur ce sujet. On est aussi, nous, opérateurs de services, par exemple de la messagerie sécurisée de santé, que peut-être certains d'entre vous utilisent déjà. Et puis, on est un facilitateur. On a vocation à essayer de stimuler des innovations positives en matière de e-santé. Vous avez peut-être probablement entendu parler, par exemple, du Ségur numérique. Je leur dirai un mot dans quelques instants, où on a mis en place, nous, un guichet pour labelliser des éditeurs qui proposent des solutions qui répondent à un certain nombre de référentiels. Donc, je le disais, interopérabilité, mais aussi sécurité éthique. Et sur le sujet de la protection des données, qui est un sujet qui ne relève pas exclusivement de la responsabilité de l'ANS, pas du tout, j'y reviendrai. Nous, on a quand même à cœur de sensibiliser notre écosystème, les éditeurs, les professionnels de santé, sur le fait qu'il est important de veiller au respect de cette réglementation. Alors, sur le slide suivant, si on devait un peu rappeler les principes qui sont liés à cette réglementation. Bon, d'abord, rappeler qu'on est sur une réglementation qui est relativement ancienne, puisqu'elle a près de 45 ans, une réglementation des années 70, mais qui a été mise à jour récemment dans le cadre d'un règlement européen qu'on appelle le RGPD, qui est applicable en France depuis 2018 maintenant, et puis de la loi française de protection des données, qu'on appelle la loi informatique et liberté, qui, dans ce contexte, a été modifiée. Donc, pour moi, le principe, c'est que ces règles posent des principes de protection des personnes physiques, donc par exemple des patients, quand des informations personnelles, ce qu'on appelle des données personnelles qui les concernent, sont enregistrées dans un traitement informatique. Donc toutes les informations relatives au parcours de soins, aux coordonnées du patient, relèvent de cette réglementation et les systèmes d'information que les médecins utilisent, du coup, relèvent de ce type d'obligation. Le RGPD prévoit un régime de protection renforcé pour les données de santé, qui sont considérées comme des données sensibles dans la loi, au même titre que d'autres typologies de données un peu particulières, comme les données sur les opinions syndicales, politiques, religieuses, les données sur la vie sexuelle, les données génétiques. Voilà, il y a dans le RGPD un panel de données qu'on appelle sensibles, qui font l'objet d'une protection renforcée par des obligations un peu particulières qui peuvent exister sur, dans certains cas, la nécessité, par exemple, d'aller demander des autorisations pour mettre en place certains fichiers, notamment en matière de recherche médicale, l'obligation parfois de recueillir le consentement des personnes concernées pour mettre en œuvre des traitements, et puis tout simplement un niveau d'exigence renforcé. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, qui est le régulateur sur ce sujet, produit des référentiels, et dans le domaine de la santé, évidemment, elle va produire des référentiels qui sont un peu mieux-disants sur les questions de sécurité informatique, par exemple, sur les questions de protection des droits des patients. Donc, dans ce contexte, les médecins, les praticiens que vous êtes sont astreints au respect d'un certain nombre de règles dans la manipulation des outils informatiques que vous utilisez lorsque vous collectez ou vous traitez de la donnée sur vos patients. Alors, l'obligation principale à laquelle on pense peut-être le plus vite, c'est l'obligation d'assurer la sécurité informatique de vos données, c'est-à-dire veiller notamment à ce que ces données ne soient pas altérées, détruites ou surtout communiquées à des tiers non autorisés. C'est tout le sujet des violations, des fuites de données dont on parlait à l'instant. S'assurer que le système d'information finalement est suffisamment sécurisé pour que les données de santé soient dans une bulle de confidentialité qui renvoie aussi évidemment à la problématique du secret médical auquel vous êtes astreint. Donc, quand on fait appel évidemment à des logiciels tenus par des prestataires, typiquement, le RGPD prévoit que vous devez contractualiser avec ce prestataire et que ce contrat doit prévoir les conditions dans lesquelles ce prestataire s'engage à garantir un certain niveau de sécurité sur les données. Tout ça, on va y revenir tout à l'heure, donc je n'insiste pas. Retenez juste que la question de la sécurité, ce n'est pas la seule obligation qui figure dans le RGPD. Il y a toute une petite checklist d'obligations, il y en a une dizaine. Vous devez, par exemple, définir des durées de conservation, une politique d'archivage dans votre système. Les données sur les patients ne peuvent pas être conservées de manière illimitée. Les patients ont des droits, par exemple, ils ont un droit à l'information, ce qui nécessite de prévoir, par exemple, un affichage dans vos salles d'attente pour rappeler aux personnes concernées les conditions dans lesquelles leurs données sont susceptibles d'être utilisées. Et puis avec le RGPD, on en a quasiment fini avec les déclarations à la CNIL. Ça rappelle peut-être des souvenirs à certains d'entre vous, mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de déclarations à faire à la CNIL.
c'est remplacé par une obligation nouvelle qu'on appelle la documentation de la conformité. Vous devez tenir à disposition de la CNIL en cas de contrôle ou en cas de contentieux une certaine documentation, notamment une fiche registre qui décrit les conditions de fonctionnement de votre traitement. Et puis, dans certains cas, quand vous êtes dans une activité de groupe avec un volume, une volumétrie dans vos traitements que la CNIL a défini dans une recommandation à plus de 10 000 patients, vous avez d'autres obligations de type désigner un délégué à la protection des données qui sera un peu le référent sur ces sujets et rédiger ce qu'on appelle une étude d'impact. Alors, je ne m'étends pas plus parce qu'on pourrait en parler des heures. Dans les slides qui vous seront communiqués, je vous mets des liens, notamment vers un référentiel de la CNIL qui vous présente de manière plus détaillée les obligations dont je vous parle, qui renvoie aussi à un guide qui avait été publié par le CNOM en 2018, dans lequel vous trouverez d'ailleurs en annexe des mentions d'informations de type que vous pouvez afficher dans vos salles d'attente, des exemples de fiches registres. Bref, cette documentation qui n'est pas trop longue à lire pourra, je pense, utilement vous orienter. Et je ne vais pas plus loin là-dedans, mais vous voyez qu'il y a un certain niveau de complexité parce que ce sont des concepts que vous ne maîtrisez pas forcément et c'est bien normal parce que ce n'est pas votre cœur d'activité, vous avez plein d'autres choses à faire. Mais c'est important d'être un tout petit peu éclairé quand même sur l'existence de ces obligations parce qu'en termes de responsabilité aujourd'hui, vous êtes confronté à une responsabilité un peu multiforme. Le respect de ces obligations, le non-respect de ces obligations peut conduire à des sanctions pénales, peut conduire à des sanctions financières qui peuvent être prononcées par la CNIL ou par le juge. Il y a évidemment un sujet d'image pour les professionnels, un sujet réputationnel pour les professionnels que vous êtes. Et puis, il y a aussi un sujet disciplinaire, parce que comme ça renvoie beaucoup à la question du secret professionnel, du secret médical, ça peut, pourquoi pas, donner lieu aussi à une procédure disciplinaire. Je vous ai mis des liens dans les slides vers des décisions de sanction de la CNIL, puisque la CNIL, depuis maintenant quelques années, peut prendre des décisions de sanction. Et il y a eu, alors il n'y en a pas des tonnes, mais il y a des décisions qui existent à l'encontre de médecins que je vous ai mis, qui étaient liées à des questions de sécurité que vous pourrez regarder. Et la CNIL a aussi sanctionné d'ailleurs des éditeurs de logiciels dans le domaine médical. Donc, ça vous donnera un exemple de ce qui peut se passer comme type de contrôle et donc de la responsabilité qui existe derrière. Donc, pour résumer, on est là sur un sujet juridique parce que derrière, avec un sujet de responsabilité, mais au-delà, on est clairement sur un sujet déontologique, éthique, puisque ça touche à la protection de la vie privée des patients. Vous n'êtes pas seul par rapport à ces sujets. D'abord, ce sont des responsabilités qui peuvent être partagées entre plusieurs praticiens quand vous êtes dans une activité groupée. Et puis, au-delà, surtout, comme vous faites appel à des prestataires informatiques, à des éditeurs, ces éditeurs, ils partagent un certain niveau de responsabilité avec vous et il ne faut pas hésiter à leur demander conseil puisqu'ils ont une obligation de conseil sur ces sujets. Donc, ils doivent pouvoir vous orienter sur les obligations qui vous incombent et ils doivent souvent, d'ailleurs, ils le proposent, vous assister, vous aider pour essayer de vous organiser pour être correctement outillé au regard de ces obligations. Et j'ajouterais que les pouvoirs publics, l'ANS, au sein de laquelle je travaille en ce moment, et d'autres, l'assurance maladie, le ministère de la Santé, travaillent sur tout un tas de dispositifs dont vous avez entendu parler. Donc, je vous parlais du Ségur numérique il y a un instant, qui est un système de financement actuellement à l'équipement des éditeurs. On subventionne en ce moment des éditeurs de logiciels pour qu'ils proposent, notamment aux médecins libéraux, des montées de versions logicielles gratuites, sans reste à charge, pour que ces logiciels que vous utilisez puissent communiquer avec le dossier médical personnel, puissent utiliser la messagerie sécurisée de santé ou d'autres outils sur lesquels les pouvoirs publics travaillent. Dans le contexte aussi, vous en avez forcément entendu parler de Mon Espace Santé, avec la messagerie citoyenne, par exemple, qui va vous permettre de communiquer de manière sécurisée avec vos patients. Je ne sais pas ce que vous pensez de tous ces outils qui sont actuellement en cours de développement, mais ce qui est sûr, c'est que ces outils, on les construit en essayant de faire en sorte que justement, ils répondent à toutes ces exigences de sécurité et de conformité aux règles du RGPD. Donc, dans un contexte où l'informatique se développe et où l'informatique est devenue un peu incontournable, ces outils-là qui sont promus par les pouvoirs publics ont au moins l'avantage d'être des outils qui sont à peu près propres sur les sujets RGPD, sur les sujets de sécurité, et qui donc, dans les années qui viennent, de par leur utilisation, ont vocation à vous sécuriser et à limiter votre responsabilité sur ces sujets. Donc, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut les regarder d'un peu près et
et peut-être saisir les opportunités là, qui existent en ce moment, puisque là, il y a un grand développement de tous ces outils qui sont mis à votre disposition, dans un contexte d'ailleurs à moyen terme où l'utilisation de ces outils a vocation, il faut être clair, à devenir obligatoire dans ce qu'on appelle l'opposabilité. Voilà, et pour terminer, puisque j'ai déjà été un peu long, vous dire, dernier slide, que la régulation sur ces sujets, ce n'est pas l'Agence du numérique en santé au premier chef, c'est d'abord la CNIL qui est le régulateur sur ces sujets, qu'il y a de plus en plus de contentieux judiciaires aussi sur ces sujets, et que nous, à notre niveau, au sein de l'agence, notre rôle, c'est d'abord et avant tout d'accompagner les éditeurs, les professionnels que vous êtes, pour vous aider dans la compréhension de vos obligations et dans la mise à disposition d'outils qui vont vous aider à respecter ces obligations. Et comme j'ai dépassé mon temps de parole, je m'arrête là. Et à votre disposition pour toute question. Je vous remercie pour votre présentation brève mais très très claire, qui nous a permis de remettre en place le cadre, le réglementaire dans lequel on doit exercer et nous rappeler surtout notre responsabilité éthique et déontologique aussi en tant que médecin lorsque les patients nous confient toutes ces données. On passe aux questions. On a eu des questions de... Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Est-ce que dans la salle, on a des questions sur le cadre réglementaire des données de santé vu par M. Dejean de Passano? Oui, sur la... Vous entendez? Allez-y, oui, je crois que je vous entends pas trop mal. La question était, vous avez, donc Éric Vermel-Québec, je suis pédiatre et élu à l'URPS. La question était, vous avez soulevé le devoir de maintenir l'intégrité des données de santé que nous conservons. Donc, les éditeurs de logiciels métiers nous proposent des moyens de faire des sauvegardes. Mais ils nous les proposent. Ils ne nous citent pas cette obligation de faire des sauvegardes pour pouvoir garantir l'intégrité des données de santé que nous avons recueillies. Donc il y a là peut-être un éclaircissement à faire, certainement pour des gens qui nous regardent, ou de la part des éditeurs, de dire, bon, les sauvegardes, ce n'est pas une option, c'est une obligation, et du coup, ça ne devrait pas être un supplément sur l'abonnement, mais bien être compris dans l'abonnement. En tout cas, sur le plan réglementaire, ce que le RGPD définit en matière d'obligation de sécurité, c'est non seulement effectivement l'obligation de s'assurer que les données que vous allez collecter, elles ne vont pas être communiquées à des tiers non autorisés. Donc ça suppose de mettre en place un dispositif qui permet de gérer les accès, les habilitations au traitement de données, de sécuriser les envois de données à l'extérieur de votre cabinet, par exemple. Mais au-delà de cette question, il y a effectivement le sujet de l'intégrité, c'est-à-dire que vous devez garantir que les données que vous collectez ne seront pas détruites, altérées, modifiées de manière involontaire. Donc ça, effectivement, après, le RGPD ne vous dit pas ce que vous devez mettre en place comme mesures techniques pour respecter toutes ces obligations. Vous êtes complètement libre de les définir parce que, évidemment, d'un secteur d'activité à l'autre, d'un niveau de sensibilité d'un traitement à l'autre, les mesures de sécurité qu'on va appliquer ne seront pas du tout les mêmes. Mais ça peut effectivement renvoyer à des questions de politique de sauvegarde. Si à un moment donné, il y a un incendie dans votre cabinet, la logique du RGPD, c'est de dire il faut qu'il y ait une redondance dans le stockage des données pour que ces données ne soient pas détruites et qu'elles puissent être récupérées par la personne concernée. Donc ça peut être effectivement une question importante à poser à votre prestataire. Merci. Alors, on a une question du docteur Jouan. Va-t-on parler de la messagerie de l'ENS? J'avais cru comprendre qu'elle pourrait permettre de communiquer de manière sécurisée avec les patients et pas seulement de leur envoyer des docs. Qu'en est-il? Merci. Oui, c'est vrai. En fait, il y a deux messageries. Alors moi, pour être honnête, je ne suis pas le grand expert sur le plan technique. Moi, je suis le juriste. Aujourd'hui, vous avez deux messageries. Vous avez la messagerie sécurisée de santé, qui est un écosystème géré par l'agence, par l'ANS, qui permet aux médecins, aux professionnels de santé d'échanger entre eux. Et dans le cadre de l'ouverture de Mon Espace Santé, là, qui vient de commencer, il y a ce qu'on appelle la messagerie citoyenne, qui va permettre aux médecins et aux patients de communiquer via un système de messagerie sécurisée qui, lui, est géré par l'assurance maladie. Donc, ce système-là, il est en train d'être mis en place.
J'ai une question pour le juriste, Dr Labarthe. Est-ce que, avec la granulométrie, là, un petit peu, la responsabilité qu'on soit seul ou 10, elle est la même, on est bien d'accord. On nous avait évoqué lors de soirées juridiques aussi les responsabilités organisationnelles quand des groupes organisés, type exercice coordonné, organisent des soirées ou des jours de formation, des liens avec les patients. Il y a une obligation d'organisation, de responsabilité organisationnelle. Est-ce qu'il y a aussi des assurances, justement, quand on voit les groupes, les communautés professionnelles, les maisons de santé pluriprofessionnelles, des obligations assurantielles, parce qu'on sait que plus il y aura de personnes à manier ces données de santé, plus il y a des risques qui sont du coup des risques partagés, on va dire. Alors, disons que l'exercice, enfin le partage de données de santé peut engranger des risques plus importants. Il peut aussi, encore une fois, permettre de mieux répartir la responsabilité. Il peut avoir une conséquence, je le disais tout à l'heure, sur les obligations qui vous incombent, parce que typiquement, le RGPD prévoit des obligations un peu complémentaires de documenter justement comment vous vous organisez quand vous manipulez des volumétries importantes de données en rédigeant ce qu'on appelle une étude d'impact, par exemple. Alors, sur le plan assurantiel, aujourd'hui, il y a des assureurs qui proposent des polices d'assurance en matière de sécurité des systèmes d'information. Il faudrait déterminer dans quelle mesure d'autres types de polices d'assurance sont susceptibles de s'appliquer. Il faudra regarder précisément, je ne suis pas tellement en mesure de vous répondre là, mais il peut y avoir un sujet de savoir si vous êtes assuré sur ces questions et sur les questions de sécurité informatique, ça me semblerait assez prudent de l'être. J'aurais une question, moi, c'est pour les médecins qui exercent en établissement, et en établissement privé comme moi, et on utilise le logiciel métier de l'établissement. Est-ce que c'est l'établissement qui est responsable de l'hébergement des données via l'éditeur qui propose aux praticiens via une redevance en général, et l'information qui doit être affichée au cabinet, comme vous dites, est-ce qu'elle doit être affichée à l'entrée de l'établissement ou dans tous les cabinets via la direction ou via par exemple le département d'anesthésie dans lequel j'exerce? Alors ça, c'est une question où il n'y a pas de réponse type parce qu'en fait, le RGPD définit une notion qui est celle de responsable de traitement. En gros, le RGPD dit celui qui est responsable, c'est celui qui détermine les finalités ou les moyens du système d'information. Donc, quand vous allez aller pratiquer dans un établissement, a priori, c'est plutôt cette entité juridique qui met à votre disposition son système d'information, qui a vocation à engager sa responsabilité, à devoir documenter sa conformité, à y indiquer, par exemple, qu'elle fait appel à un certain nombre de praticiens qui vont avoir accès au système. Donc, moi, je verrais plutôt les choses comme ça. Ça pourrait être de bonne pratique d'aller demander à cet établissement ce qu'il pense de ce sujet et quel est le niveau de responsabilité qu'il voudrait, le cas échéant, vous mettre sur les épaules, parce qu'il pourrait tout à fait considérer que c'est une responsabilité partagée, notamment s'il y a des spécificités dans la manière, je ne sais pas moi, dont vous allez utiliser le système d'information, ou sur certains aspects comme l'information des personnes, est-ce qu'ils vous délèguent ce sujet? Donc, je pense qu'on peut partir quand même de l'idée que la responsabilité première, elle pèse sur les épaules de l'établissement qui est en charge du système d'information, mais à vérifier quand même auprès d'elle si elle ne souhaite pas partager un peu cette responsabilité. Ouais, et sur les messageries, on va dire internes, les listes de mails ou les supports mails professionnels sur lesquels nous demandent d'échanger les directions, on a eu nous, un rappel à l'ordre, on va dire, par notre direction, d'arrêter d'échanger des données de dossiers médicaux entre praticiens, par exemple un oncologue, un chirurgien, un anesthésiste et un autre chirurgien, sur d'autres supports que la messagerie ou sécurité de l'établissement. Voilà, on a eu ce rappel-là, donc on voit bien un peu la complexité de savoir qui sera responsable en cas de fuite de données à ce moment-là, en nous déconseillant fortement de passer par Google ou par un autre prestataire public et d'utiliser que la messagerie professionnelle de l'établissement. En tout cas, en les sollicitant, en leur demandant ce qu'ils en pensent, vous les obligez à se positionner là-dessus et je trouve que c'est pas mal parce que ça vous vous sentirez moins seul sur ce sujet de la responsabilité. Merci. Ok. On passe Alors, il y a une autre question. Pensez-vous que les patients qui n'ont pas plébiscité le DMP, et c'est peu dire, vont être plus enclins à utiliser l'ENS? Docteur Jouan.
Bon, écoutez, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que sur le plan purement juridique, ils vont être fortement incités à l'utiliser parce que jusqu'à présent, on était sur une démarche volontaire. Pour que le DMP soit ouvert, il fallait le demander. Maintenant, on est sur une démarche dite d'opposition, d'opt-out, c'est-à-dire que ça va être ouvert automatiquement, sauf pour les personnes qui vont exercer leur droit d'opposition. Dans les textes là, qui ont été adoptés récemment, de la même manière, d'ailleurs, les professionnels de santé, les médecins, ils vont avoir une obligation de principe d'alimenter le DMP avec un certain nombre d'informations médicales, sauf dans certains cas où le patient va s'y opposer, ou dans certains cas où le professionnel pourra retenir certaines données. Mais bref, on est dans un cadre juridique qui a évolué justement pour faciliter le développement de ces outils. Et par ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un travail à plusieurs niveaux de sensibilisation pour démontrer que ces outils, ils peuvent apporter quelque chose à la fois aux praticiens que vous êtes et puis aussi aux patients dans la prise en charge des soins, la qualité des soins. Donc nous, à l'ANS, là, en ce moment, dans le cadre du Ségur, on travaille beaucoup avec les éditeurs pour qu'ils vous proposent des solutions logicielles qui répondent à toutes ces exigences d'interopérabilité, de sécurité, qui vous permettent d'utiliser ces nouveaux outils. Après, c'est aussi aux praticiens eux-mêmes d'être convaincus, et j'espère qu'ils le seront, pour aller eux-mêmes convaincre les patients. Enfin bref, tout ça, c'est toute une chaîne. Et pour que ce dispositif fonctionne, et je sais que c'est un dispositif qui existe depuis longtemps et qui a eu du mal à se mettre en route, il faut que toute la chaîne y croit. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on n'a jamais autant mis de moyens financiers, juridiques, pour essayer de faire en sorte que ça marche. 6 milliards, c'est ça, c'est le Ségur numérique. Sur juste une dernière question, sur le mésusage des outils pour d'échange d'informations entre praticiens, toujours autour d'un patient. C'est proscrit maintenant, WhatsApp, SMS, pour échanger entre praticiens sur une information médicale au sujet d'un patient. On est bien clair sur ce sujet. Ce n'est pas très recommandé parce qu'a priori, en tout cas, c'est pas les outils disponibles comme ça ne sont pas des outils tellement adaptés pour échanger des données de santé de manière sécurisée. D'accord. On va passer à notre intervenant suivant, Monsieur Voisin, qui est à distance aussi, du groupe Doctolib, qui va nous parler du voyage, la donnée numérique au sein de Doctolib et l'hébergement de ces données de santé avec son niveau de sécurité dans Doctolib, parce que c'est souvent un débat qui revient, on va dire, lors de plusieurs réunions qu'on anime et de retour de confrères disant que Doctolib un jour se servira de ces données. Est-ce que ces données vont être bien sécurisées ou pas? Voilà, merci. Bonsoir à tous, merci pour cette lourde tâche que vous venez de me confier. Donc je me présente rapidement. Moi, j'ai la lourde charge, malheureusement ou heureusement pour moi, de répondre à ce que décrivait l'intervenant précédent, à toute la couverture des enjeux de sécurité qui ont été pas introduits par le RGPD, mais très, très fortement renforcés dans le cadre des traitements soit de données personnelles, soit des données de santé dans des environnements informatiques. Et c'est mon quotidien. Donc, je vais essayer de vous donner un peu, au travers des quelques slides qui suivent, la manière dont on a approché ça chez Doctolib, justement pour vous décharger le plus possible, vous, praticiens, de ces problématiques-là en vous apportant des garanties très fortes pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur la pratique de la médecine. Sur le slide suivant, ce qu'on va voir, et je vais essayer de le vulgariser de manière assez simple, on a globalement plusieurs états de la donnée à partir du moment où ça rentre dans un système d'information. Il y a quelque chose qui est fondamental pour nous. Un des concepts fondateurs de la sécurité se résume par un acronyme anglais qui est CIA et qui est traduit en français par confidentialité, intégrité et disponibilité. On a très rapidement abordé le concept d'intégrité tout à l'heure, donc la capacité à s'assurer qu'une donnée dans un système d'information n'est pas altérée par une personne non autorisée. La confidentialité, c'est effectivement s'assurer que seuls les ayants droit peuvent accéder à la donnée. Et la disponibilité, c'est être en capacité de toujours rendre cette information dans le système d'information. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, qu'on peut invoquer les solutions de sauvegarde.
L'état de la donnée est assez simple à comprendre. Globalement, vous insérez une donnée dans votre logiciel métier. Il va être écrit sur votre disque dur à un moment ou sur un disque dur distinct. On a une méthodologie assez simple pour protéger la donnée une fois qu'elle est stockée. Donc, on appelle ça une donnée au repos. C'est ce qu'on appelle le chiffrement au repos et ça permet de se prémunir d'un risque qui serait le vol matériel. Imaginez, dans votre cabinet, quelqu'un s'introduit, vous avez laissé votre ordinateur portable et il est volé. Cette technique, ce qu'elle va permettre, c'est que même si quelqu'un a un accès physique à votre ordinateur, il ne va pas être en capacité de déchiffrer les données que vous avez stockées dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important à garder en tête. Ça prévient vraiment d'un risque de vol matériel. Ensuite, je pense que c'est la solution avec laquelle vous êtes la plus familière, c'est ce qu'on va appeler la prévention des écoutes. Et ça, globalement, c'est ce que vous voyez maintenant majoritairement sur l'intégralité des sites web, c'est le petit logo HTTPS avec le petit cadenas. Globalement, ce que ça prévient, c'est imaginer un tuyau dans lequel il y a un liquide qui s'écoule. Seules les deux extrémités sont en capacité de voir le contenu de ce tuyau. Ça prévient quelqu'un qui percerait un trou au milieu du tuyau pour regarder l'écoulement de la donnée. Donc ça, c'est la protection la plus commune, celle probablement avec laquelle vous êtes la plus familière. Les deux autres sont des techniques un peu plus avancées et qui préviennent d'autres risques. On utilise une autre technique de chiffrement chez Doctolib qui s'appelle en anglais le chiffrement server-side. On le traduit assez simplement par le chiffrement côté serveur. Ça permet, quelle que soit la typologie de données que vous allez envoyer vers un serveur qui va le stocker, au moment où on va l'insérer dans le logiciel, on va appliquer une technique de chiffrement. Ça prévient un autre risque qui est de se protéger contre un employé indélicat, par exemple, qui aurait accès à une base de données, d'aller lire l'intégralité des données qui s'y trouvent stockées. Alors, on parle d'un employé indélicat parce que pour le coup, ça fait assez écho à l'introduction que vous avez faite. C'est aussi applicable dans le cas où un attaquant, par une technique d'attaque X ou Y, serait en capacité d'extraire l'intégralité de la donnée de la base ou de voler cette base de données. Même s'il réussit à faire ça, il va se retrouver avec des données chiffrées. Et la dernière technique qu'on utilise, et c'est celle sur laquelle on a le plus investi ces 3 dernières années, c'est ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout. C'est quelque chose que vous utilisez très probablement au quotidien. Vous parliez de WhatsApp tout à l'heure. WhatsApp a implémenté d'une certaine manière le chiffrement de bout en bout. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que seul l'émetteur et le destinataire d'une information sont en capacité de la lire et de la déchiffrer ou de la chiffrer. Et quel que soit le tiers qui serait amené à intervenir sur un système d'information, ça vous garantit que vous, praticien, l'échange d'une prescription, par exemple, ne peut être connu que de vous et du patient auquel vous l'avez émis. Ça, c'est les 4 techniques que nous, on a mis en place aujourd'hui dans le système d'information de Doctolib et dans les produits qu'on propose pour prémunir les 4 grands risques que je viens de vous citer. Et globalement, ça fait vraiment écho à l'article 32 du RGPD qui préconise cette approche par les risques et de s'assurer qu'effectivement, on a une capacité de proposer un traitement informatique qui va garantir à la fois la confidentialité de la donnée, son intégrité et sa disponibilité par des biais différents. Pour la partie vraiment pur stockage, sur la diapositive suivante, on s'est assuré, et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, que les données sont stockées uniquement dans la zone Europe et aujourd'hui, de manière très précise, uniquement à Paris et Francfort pour nous. Chez un hébergeur qui possède la certification HDS, donc qui est quelque chose qui est obligatoire pour tout système d'information qui va stocker massivement de la donnée de santé, conformément à tous les référentiels établis, qui possède aussi une sécurité physique très forte, parce que c'est quand même assez important qu'il n'y ait pas d'intrusion dans ces centres-là. Et on a
en plus de ces obligations réglementaires, on a entamé des démarches supplémentaires parce qu'on pense que c'est vertueux pour tout l'écosystème numérique santé, qui sont une certification ISO 27001. C'est un référentiel qui régit le management de la sécurité de l'information dans un système. On est aussi, nous, en propre, certifié HDS, donc pas uniquement l'hébergeur qu'on utilise, mais bien nos processus internes. Et notamment, dans le référentiel HDS, il y a 2 sous-domaines qui sont très importants pour nous. C'est l'administration et l'exploitation de systèmes traitant de la donnée de santé, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui opérons ces fonctions. Et le sous-domaine numéro 6, qui est toute la protection et la mise en œuvre des systèmes qui permettent de garantir la disponibilité et notamment tous les mécanismes de sauvegarde associés. Et le dernier point aujourd'hui qu'on travaille, c'est une autre certification qui est beaucoup plus récente. L'ISO 27701, c'est un référentiel international qui a été promulgué en août 2019 et qui, lui, régit la protection des données personnelles dans les systèmes d'information. C'est applicable partout dans le monde pour ceux qui souhaitent se conformer à ce référentiel. Et ça reprend non pas uniquement les éléments de la RGPD, mais d'autres briques, des textes qui régissent la protection des données personnelles dans différents pays. Et le dernier pour nous qui est important, parce qu'on opère aussi en Allemagne, c'est une certification qui s'appelle BSI C5, qui va encore un cran au-delà de ce que nous demande l'ISO 27001. Donc pour nous, c'est vraiment très, très important de garder cette démarche très vertueuse et d'être en capacité de démontrer qu'on vous apporte à minima l'intégralité des garanties qui sont demandées par l'article 32 de la RGPD et qu'on est en capacité d'aller au-delà. Pour faire ça, vous l'avez peut-être vu récemment dans la presse, on investit massivement sur les technologies de chiffrement parce que c'est ce qui va garantir la confiance, et notamment au travers du rachat d'une société française qui s'appelle Tanker, qui est la société avec laquelle on travaillait historiquement pour déployer le chiffrement de bout en bout. L'acquisition de cette société nous permet d'accélérer massivement ces déploiements-là et de garantir sur le long terme que seuls vous et vos patients sont en capacité d'accéder à la donnée. Et sur le dernier slide, parce qu'on a d'autres obligations d'un point de vue sécurité qui sont très importantes à garder en tête. La première, c'est aucun système d'information n'est infaillible. Et la sécurité parfaite n'est qu'une utopie. Ce qui est important, c'est d'être en capacité de détecter et de réagir le plus rapidement à une attaque pour limiter l'impact que celle-ci aurait sur une fuite de données éventuelle. Donc, on utilise un prestataire français, encore une fois, qui nous fournit ce qu'on appelle un Security Operations Center, qui surveille en 24/7, 365 jours par an, l'intégralité des événements de sécurité ou des typologies d'attaques auxquelles on peut être confronté, qui génèrent des alertes. Et l'équipe dont j'ai la charge s'assure de répondre de manière adéquate à ces typologies d'attaques. La deuxième chose très importante pour nous, c'est ce qu'on appelle le bug bounty. Donc, c'est une communauté de hackers éthiques qui travaillent à essayer de pénétrer en permanence nos systèmes d'information, et à la découverte d'une vulnérabilité, on leur octroie une prime sur la base d'un critère de sévérité qu'on a défini. Et le dernier point, parce que ça, je pense que c'est le point le plus méconnu pour vous, aujourd'hui, il y a une économie parallèle de la donnée de santé, notamment sur ce qu'on appelle le dark web et le deep web, donc qui sont des éléments un peu cachés de l'Internet. Et on sait aujourd'hui qu'en moyenne, un dossier patient se monnaie environ 25 € sur le dark web. Et vous pouvez aller racheter parce qu'on a des centres hospitaliers qui ont été victimes d'attaques, parce qu'on a des praticiens qui ont été victimes d'attaques. Vous pouvez aller récupérer de la donnée de santé qualifiée, la revendre ou l'acheter pour éventuellement effectuer d'autres méfaits. Et un exemple assez commun, ça serait, vous êtes en capacité d'acheter une base de données qualifiée sur des personnes qui ont des troubles digestifs et vous souhaitez lancer des campagnes de mails non sollicités pour leur vendre des médicaments miracles.
en sachant qu'il y a des métriques sur ces choses-là. On sait que le taux d'ouverture d'un email aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 5% quand vous ne connaissez pas l'expéditeur. Imaginez, vous achetez 100 000 adresses email dont vous savez que ces gens-là sont vulnérables à une pathologie donnée. Vous les ciblez très précisément. Vous savez que sur les 100 000 que vous avez achetés, vous allez avoir 5% qui vont cliquer sur le mail et probablement 1% qui va finir le processus et acheter le médicament miracle que vous leur proposez. Et c'est très, très important de comprendre ça parce que c'est la réalité aujourd'hui. Les attaques qu'on constate sur les systèmes d'information de santé, notamment dans les groupements hospitaliers, ce n'est pas juste pour la beauté de jouer une attaque, ça a vraiment des fins économiques. Et il y a une professionnalisation des pirates pour arriver à vraiment gagner de l'argent en faisant ça. Donc pour nous, ces 3 éléments-là sont très, très importants. Et c'est encore plus vrai dans le contexte qu'on voit aujourd'hui avec toute la presse qui est faite autour des attaques. Alors, il y a plusieurs réactions. Donc, bonjour Doctolib, passe toujours par Amazon Web Services pour l'hébergement des données de santé. Donc, première question. Et la seconde, c'est ne pose-t-il pas de problématique si les États-Unis décident de tirer le Cloud Act? Alors, ça, c'est toujours une bonne question, mais je pense qu'elle est souvent mal formulée. Je m'explique. Effectivement, il y a un contexte juridique qu'on appelle les lois extraterritoriales, donc des lois qui appartiennent à un pays qui peuvent être appliquées dans d'autres pays si vous utilisez des solutions informatiques dans ce cas précis. Et notamment au travers de ce qui a été renforcé après les attentats du 11 septembre 2001, sur ce qu'on va appeler le Patriot Act et le Cloud Act. Donc, la capacité pour l'État américain d'aller faire une réquisition auprès d'une société de droit américain sur une typologie de données sous couvert de la justification d'une vérification de la non-possibilité d'un événement terroriste. À la base, c'est ça qui a introduit ces règles-là. Après, et c'est vraiment pour ça que c'était important pour moi de commencer par le chiffrement, aujourd'hui, on sait que même si ce cas, honnêtement, très fortement peu probable dans le cadre de notre activité se produisait, Amazon donnerait des données chiffrées à l'État américain qui serait en incapacité de les lire puisque vous seuls et vos patients sont en possession des clés. Donc, globalement, ils pourraient récupérer de la donnée chiffrée qu'ils ne pourraient pas utiliser. Et c'est bien pour ça qu'on investit encore une fois massivement sur le chiffrement de bout en bout, parce que du coup, on s'exempte complètement du risque qui est lié à l'utilisation de ces lois extraterritoriales. Et pour la deuxième question, si aucun système n'est infaillible, est-il judicieux de concentrer toutes les données au même endroit? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour nous, c'est ce que je vous disais, elles sont réparties sur 2 plaques géographiques différentes. On a des systèmes de protection de ces données au travers de solutions de backup. On fait des tests de simulation d'incidents tous les trimestres. Donc, pour ceux qui sont utilisateurs de nos solutions, vous ne le voyez pas, c'est complètement transparent pour vous. Mais tous les trimestres, on bascule l'intégralité de notre infrastructure d'une plaque à l'autre pour s'assurer qu'on a toujours la continuité de service qu'on vous propose. Et toujours cette fameuse disponibilité de la donnée qui est très importante pour vous dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Et malheureusement, oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de système informatique infaillible. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas dire que notre système est parfait, c'est que notre système immunitaire, si je peux reprendre une analogie médicale, est en capacité de répondre très, très vite à un agent pathogène. C'est ça l'objectif pour nous. On a une autre question. C'est si aucun système n'est infaillible, est-il judicieux de concentrer toutes les données au même endroit? Il vient d'y répondre, c'est celle-ci qui l'a. Excusez-moi. Si la salle a des questions. Non, mais monsieur. Il s'appelle encore. Et Guillaume a une question, j'ai l'impression. Vas-y. Est-ce que notre conseil juridique a une question aujourd'hui? Ah, monsieur Voisin.
Monsieur Desjean? Est-ce que j'ai une question? Mais écoutez, non, j'ai écouté tout ça avec attention et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des approches différentes qui peuvent être proposées pour vous permettre de mieux vous sécuriser. Et enfin, moi, globalement, je souscris à tout ce qui a été dit, hein. Alors, il y a quelqu'un qui a une question pour vous, Monsieur Desjean, donc on attend qu'il la pose. Alors, oui. Si Madame Wong peut écrire sa question, on pourra la lire. Ouais. Ah. Vous voyez les questions Alors, loi de monsieur l'UE versus loi française. Quelle est la question? Aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut dire, enfin, j'essaie de deviner la question, c'est la loi de l'UE qui prend le dessus. Alors, voilà, exactement. L'intérêt avec le RGPD, la grande nouveauté, si vous voulez, c'est qu'il y a eu un peu un lissage des règles applicables au niveau européen. Parce qu'avant l'adoption du RGPD en 2018, vous aviez déjà un corpus de règles au niveau européen. Il y avait une directive, mais qui laissait beaucoup de marge de manœuvre aux États pour déterminer un peu comme ils le souhaitaient leurs règles en matière de protection des données, notamment par exemple en matière de contrôle, de sanctions. Les règles n'étaient pas du tout les mêmes. Les régulateurs dans chaque pays n'avaient pas exactement le même rôle, les mêmes pouvoirs. Aujourd'hui, tout ça s'est harmonisé. Le principe, c'est que c'est le texte européen qui prime sur les textes nationaux. Et finalement, aujourd'hui, la loi française de protection des données, elle est venue soit copier-coller ce que dit le texte européen, pour être clair, soit le compléter sur certains sujets pour lesquels l'Union européenne a dit là, on laisse encore une marge de manœuvre aux États membres. Typiquement, toute la réglementation qui existe en France sur le numéro de sécurité sociale, ça, c'est du franco-français parce qu'il n'y a pas de règles sur les identifiants nationaux de santé dans le RGPD, ça renvoie à la loi nationale. D'ailleurs, sur le sujet de la santé, il y a beaucoup de renvois au droit national sur les dispositifs en matière de recherche médicale, etc. De sorte que sur les questions de réglementaires de traitement de données de santé, il faut à la fois savoir ce que dit le RGPD, mais on ne peut pas faire l'impasse quand même sur ce que dit la loi française. Mais c'est bien le texte européen qui prime. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui un régulateur européen qui existe. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque pays une CNIL qui va prendre des décisions au niveau national, mais les décisions de ces CNIL sont susceptibles d'être escaladées à un régulateur européen qui s'appelle le Comité européen à la protection des données, qui peut, dans certains cas, statuer sur ce qu'on appelle des traitements pan-européens. C'est l'hypothèse où un seul et même traitement va être mis en œuvre dans plusieurs pays de l'Union européenne. Non, il y a une autre question du docteur Par-Antoine. Donc, que deviennent les données après le décès des patients? Y a-t-il un effacement et si oui, quand? Question pour Monsieur Voisin. Alors ça, c'est aussi une bonne question. Je suis pas juriste, mais je ne pense pas me tromper en disant qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'effacement de la donnée appartient au responsable de traitement. Et dans le cadre de l'exercice de la médecine, c'est vous qui en êtes responsable. C'est-à-dire que globalement, il y a des délais de conservation qui sont définis. C'est 10 ans de délai de conservation pour quelqu'un qui exerce en libéral et 20 ans pour quelqu'un qui exerce dans un milieu hospitalier. Une fois que votre patient décède, c'est comme si, c'est peut-être là où je vais faire des fautes juridiques, donc excusez-moi par avance. C'est comme si son consentement initial au traitement de la donnée devenait caduc et qu'il exerçait son droit de rectification. Donc, vous êtes tenu de supprimer la donnée à partir du moment où vous apprenez le décès de votre patient. Ou alors, un ayant droit de ce patient peut vous demander d'exercer ce droit de suppression de données. C'est un des droits fondamentaux qui a été introduit par le RGPD et ce qui n'existait pas avant. Donc, ce fameux droit de suppression, de modification, d'information. Voilà. J'espère ne pas avoir dit de bêtises juridiques. Non, mais en fait, effectivement, le RGPD a apporté des petites novations sur ce qui se passe après le décès de la personne parce que les textes précédents ne disaient rien. Donc, effectivement, les ayants droit, ils ont un certain nombre de prérogatives pour exercer les droits de la personne décédée. Et par ailleurs, il y a des obligations de définir des durées de conservation à l'issue desquelles les données doivent être détruites.
Mais sachant qu'il faut mettre ça un peu en regard des obligations d'archivage qui vont incomber aux médecins, aux établissements de santé. Et ces obligations d'archivage de données, elles peuvent parfois subsister après le décès du patient. Mais oui, globalement, je suis en ligne. Nous avons donc une obligation, les hôpitaux, c'est 10 ans, et le médecin traitant a l'obligation de garder L'inverse. l'inverse. C'est l'inverse. L'hôpital- En libéral, c'est 10 ans. En hôpital, c'est 20 ans. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez le droit de proroger cette durée de conservation. Imaginez que vous suivez un patient pendant plus de 20 ans. Il n'y a aucun intérêt à supprimer son historique médical au bout de 10 ans. Donc, c'est aussi des notions qui sont introduites par ces règlements. La seule chose qu'on va vous demander, c'est toujours d'en garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Et d'être en capacité de répondre dans un délai qui est fixé par le cadre légal à toute sollicitation ou à toute demande d'exercice des droits fondamentaux introduits par le RGPD, qui est de l'ordre d'un mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous recevez une demande sur un de ces droits fondamentaux, vous devez y répondre positivement dans le mois qui suit la réception de la demande. D'accord. Donc, si un membre ayant droit d'une personne décédée demande à supprimer le dossier médical, après, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir regardé la donnée. Si c'est effectivement, et encore une fois, c'est sous couvert de juridique, parce que je ne suis pas l'expert là-dedans, en théorie, vous êtes tenu de supprimer cette donnée. Ouais. Et vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous en tenir rigueur. On risque d'avoir des ennuis. Ouais, Sur ok. sur le site de la CNIL, vous avez des documents assez récents de la CNIL qui sont des référentiels de durée de conservation dans le domaine médical. Donc, au-delà du référentiel dont j'ai mis les liens là dans les slides, vous pourrez trouver ce type d'informations sur le site de la CNIL de manière assez détaillée. Ok. Donc Bon. là, vous avez répondu aux deux autres questions. Donc, n'y a-t-il pas d'obligation de garder les données pendant 10 ans et que devient le chiffre de 30 ans? Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit dans la salle ou bien en virtuel? A priori, non. Donc, l'idée était qu'on passe maintenant la parole à deux collègues médecins qui sont passés du côté obscur et ont fini par se laisser convaincre d'utiliser un système informatique. On va peut-être d'abord laisser la parole à Frédéric, qui va nous décrire son parcours de sceptique jusqu'à utilisateur. Moi-même, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, bonsoir à tous. Je dois dire que quand on m'a invité à venir ce soir, je me suis dit, oh là là, de quoi je vais parler? Et puis finalement, la semaine s'écoulant, je me suis dit, bon, bah, finalement, on a quand même fait, nous, un gros travail, parce qu'en 2018, finalement, il me semble que c'est l'année où la loi RGPD, justement, est tombée en mai. Eh bien, nous avons ouvert effectivement la maison de santé à Verne-sur-Sèche et s'est posé la question, avec le système informatique partagé, en tous les cas, système d'information, tout ce que nous devions mettre en place pour répondre aux accords conventionnels interprofessionnels, en tous les cas au niveau des maisons de santé. Mais effectivement, nous avons dû travailler sur l'information, en tous les cas, toutes les données de santé. Alors, en fait, nous, en cabinet médical, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a l'information, celle que l'on va colliger au sein d'une base de données patients lors de nos consultations, que l'on va alimenter lors de chaque consultation, que les collègues vont alimenter, puisqu'on est sur, on est sur des données patients qui sont partagées entre les professionnels de santé qui interviennent autour d'un même patient. Nous avons aussi effectivement dû développer des messageries sécurisées entre nous. Alors, je vais nommer des noms, type globule, par rapport au fait de l'envoi de SMS effectivement chiffrés ou cryptés entre nous pour pouvoir éventuellement échanger sur des patients à domicile, notamment avec les infirmières et toutes les personnes qui interviennent, et de faire de la coordination de soins. Donc, il y a le SIP d'un côté et la coordination. Après, il y a tous les systèmes effectivement de prise de rendez-vous en ligne. Alors, Doctolib en fait partie. Où là, effectivement, quelque part, nous sommes tous, à un moment donné, nous avons dû faire le choix, en tous les cas, de quel opérateur.
Donc, pour nous, ça a été Doctolib, effectivement, et je suis là aussi, je pense que c'est parce que Doctolib le connaît. Et effectivement, nous avons dû faire confiance aussi à cette dimension chiffrée des données à ce moment-là. Et puis, il y a aussi tout ce qui est messagerie sécurisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au cabinet, il n'y a plus de papier. C'est-à-dire qu'à la maison de santé, on a détruit tous les dossiers papier. On ne fonctionne plus du tout en papier, donc on n'a plus du tout de papier qui traîne nulle part, tout est informatisé, et tout est numérisé, chiffré, tout se retrouve sur des bases de données qui sont de plus en plus conséquentes. Et puis les messageries sécurisées qui nous permettent de recevoir tout ce qui va être les données de laboratoire, les données de santé, et puis les échanges maintenant avec les professionnels de santé qui fonctionnent très bien dans les deux sens, via jusqu'à un certain temps ApiCrypt, MS Santé qui est en train de prendre le relais. Les deux se combinent un petit peu en ce moment. On va probablement quitter ApiCrypt au renouvellement de la prochaine cotisation pour basculer sur le MS Santé, qui fonctionne très, très bien avec le logiciel métier que nous avons choisi au sein de la structure et qui est effectivement pluri-pro et qui nous permet aussi d'avoir des bases de données patients disponibles sur tablette au domicile des patients. Donc finalement, il y a plein de choses. Alors, le sujet de ce soir, c'était les niveaux de sécurité, parce qu'effectivement, Doctolib, j'ai bien retenu les 4 points importants, le vol, tout ce qu'il y avait. Alors, quand on s'est posé la question, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on devait faire confiance à quelqu'un qui va héberger les données. Alors, c'est un coût, tout a été mis un petit peu dans la balance, et puis finalement, on a décidé de garder dans la structure où nous sommes les données patients pour éviter de les mettre dans les mains de gens, effectivement, que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît à un instant T, mais qui peut-être demain auront d'autres projets par rapport à ces données. Donc, nous, les données, elles sont physiquement chez nous, sur un serveur. Elles ne sont pas en accès web sur un cloud. Et pour nous, ça a permis de protéger les intrusions extérieures, notamment avec des firewalls, tout un tas de trucs qui sont mis en place par l'informaticien. On a limité à une seule machine le lien avec le serveur. C'est la sauvegarde qui reçoit les copies des données, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un des professionnels de santé de la structure qui a chez lui un disque dur et qui, ce disque dur-là, sauvegarde l'ensemble des données de la maison de santé à distance, ce qui nous fait un doublon. Et on a aussi triplé en fait, les données pour sécuriser en tous les cas avec un disque dur qui est à côté du serveur dans la maison de santé, qui est dans un local qui est prévu pour cela et qui est assez central dans le bâtiment et qui, avant de pouvoir y avoir accès, il faut quand même passer pas mal de portes et pas mal de sécurité. Dans le transfert entre les deux postes, qui sont bien identifiés et uniques, les paquets sont cryptés par le fournisseur du logiciel. Bon, pour nous, ça a été Medistory, je vais le dire, c'est Procov. L'accès au serveur local, on l'a aussi limité, parce que c'est moi qui m'en occupe avec l'informaticien. Donc, on l'a limité à 2 personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 personnes qui ont accès au serveur par des codes d'entrée. D'ailleurs, il y en a plutôt 3 même, pour pouvoir accès aux données du serveur. Donc, il y a moi-même, bien sûr, et puis il y a l'informaticien. On a aussi verrouillé l'accès à des données en fonction du profil de chaque utilisateur. Par exemple, les secrétaires n'ont pas accès aux ordonnances des patients, elles n'ont pas accès à tout un tas de données médicales parce qu'on a considéré que nous, elles n'avaient pas besoin d'avoir à connaître tout un tas de données. Donc, les professionnels de santé n'ont pas accès à tout le dossier patient. Donc, il y a eu des exigences, et puis avec des exigences de consentement des patients. Donc, voilà, ça fait un petit peu beaucoup de choses parce qu'effectivement, quand il faut gérer l'ensemble de tout ça, je dois reconnaître que pour l'instant, on n'a pas eu de problème de piratage ou quoi que ce soit. On a un système qui fonctionne plutôt relativement bien, qui est fluide et qui ne nous donne pas, comme moi, je suis amené aussi à consulter dans d'autres structures où ils ont fait le choix de services à distance, où parfois le temps de chargement des données est particulièrement long et pénible en fonction des horaires de la journée. Donc, c'est vrai qu'on s'est un petit peu affranchi de tout ça et surtout, on n'a pas un coût mensuel de stockage, de maintenance. On a quelque chose qui me semble relativement efficace, en tous les cas, qui répond à nos attentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près aux attentes de la soirée, en tout cas aux objectifs qui m'étaient fixés. Oui, très bien, instructif. On a dans la salle Romain qui travaille à Villejean.
et qui va venir expliquer son parcours. Oui, peut-être. Bonsoir, donc Roman Ifnecker, je suis médecin généraliste à Villejean, donc un quartier de Rennes. Et je suis ici aussi en tant que président d'une MSP qui couvre le secteur de Villejean et Beauregard, pour ceux qui connaissent la ville. Merci pour l'invitation. Du coup, on m'a aussi sollicité via Doctolib parce que je suis un vieil utilisateur essentiellement de l'agenda et de la téléconsultation, donc de Doctolib. Je passe en dernier, c'est dommage parce que je m'aperçois que je suis absolument nul dans tous les concepts de sauvegarde de données. Si on est très attentif au secret médical au sein de la MSP, tout ce qui est gestion des données informatiques, je pense que personne ne s'est vraiment posé la question. Et je fais partie de ceux qui délèguent, donc notamment notre informaticien, notre logiciel métier. Et je n'ai absolument pas pris de renseignements ou d'informations quelconques sur la sauvegarde de ces données médicales auprès de notre prestataire de logiciel métier qui a bonne réputation, utilisé par des collègues et à qui j'ai fait une confiance assez aveugle. Donc, je vais rentrer avec mon ulcère et parler de tout ça à mes collègues dès demain. Alors peut-être que je suis peut-être le seul, c'est vrai que l'informatique, je suis assez hermétique et la solution de Doctolib à l'époque m'avait convenu parce qu'elle était d'une simplicité enfantine, aussi bien pour l'agenda que pour la téléconsultation. Et là, je suis au courant de nouveaux concepts qu'il va falloir travailler. Sinon, pour le reste, on a des sauvegardes qui sont déléguées à notre informaticien, donc c'est une société d'informatique professionnelle qui gère les cabinets médicaux du quartier, qui fait des sauvegardes quotidiennes. Ne me demandez pas où, je pense sur le serveur du cabinet ou peut-être chez eux, je n'en sais pas grand-chose. On n'a pas de doublure de sauvegarde, donc si le cabinet brûle, il est flambant neuf, mais je ne sais pas où sont les données. Et par contre, comme on est une MSP multisite, on a quand même une messagerie sécurisée pour échanger avec les patients parce qu'on a beaucoup d'actions de coordination entre médicaux et paramédicaux. Donc, énormément de dossiers patients alors le dossier ne circule pas en tant que tel, évidemment, mais en tout cas, beaucoup d'échanges sur des données de santé en ce qui concerne les patients. Et là, par contre, au niveau de la MSP, on est extrêmement rigoureux à n'utiliser que des messageries sécurisées type MS Santé et absolument pas nos boîtes mail personnelles. Là, on est vraiment très vigilant là-dessus et je pense que alors, les 10 000 patients, ils sont largement dépassés au sein d'un cabinet. Je suis dans un cabinet qui a ouvert dans les années 60. On a déménagé récemment et on a effectivement détruit les dossiers papier par une entreprise spécialisée dans la destruction de données papier, donc pas si nul que ça, avec une attestation de destruction officielle en bonne et due forme, disant que ça n'a pas été mis à la déchetterie de Villejean, mais bien broyé en bonne et due forme. Donc on finit la session. Vous avez des affichages dans les salles d'attente du coup Alors on a un affichage en tant qu'MSP disant que du fait de la MSP, les données médicales des patients peuvent être partagées à d'autres professionnels qui s'occupent du patient et en disant au patient qu'il peut manifester son opposition à tout partage de dossiers. Après, c'est l'éternel problème des affichettes, ceux qui sont perdus au milieu des affichettes, disant qu'on travaille avec la fac, disant qu'on peut prendre rendez-vous sur Doctolib, disant qu'il faut se laver les mains, mettre du gel, mettre un masque. Et peut-être que ça se perd un peu, je ne sais pas si on est très performant sur ces choses-là. J'en profite aussi d'ailleurs pour dire que je n'ai pas du tout identifié Doctolib comme étant possesseur de données médicales, dans la mesure où on utilise, nous, au sein du cabinet, que l'agenda, et donc j'avais bien conscience qu'ils avaient le nom, les prénoms, les numéros de téléphone et les adresses, la fréquence de consultation, peut-être que c'est aussi une donnée médicale, mais je n'avais pas forcément identifié Doctolib comme étant, parce que je n'utilise pas le logiciel métier Doctolib, mais je ne l'avais pas identifié comme étant détenteur de données médicales. Peut-être une petite question qui me vient d'ailleurs, j'utilise pas mal la téléconsultation via Doctolib. Lorsque j'envoie des ordonnances à mes patients, j'ai bien compris que là, le cryptage était sans faille, mais je ne me suis pas posé la question de savoir que devient cette ordonnance. Est-ce qu'elle reste, est-ce que la donnée cryptée de l'ordonnance reste fichée chez Doctolib ou est-ce qu'elle est détruite parce que du coup devenue inutile? Alors, en fait, on applique toujours les mêmes délais de conservation sur les données et on va la stocker de manière chiffrée. Donc, pour nous, globalement, ça ne change rien. On n'a pas accès au contenu de l'information. On peut strictement rien faire. Si on essaye d'y accéder, on va voir qu'une suite de nombres aléatoires et c'est absolument inutilisable pour nous. Mais effectivement, obligatoirement, on doit la stocker à un moment pour rendre cette donnée accessible à un utilisateur. Bien. Bon, vu l'heure, merci Romain.
Vu l'heure et le match qui a commencé depuis 5 minutes. Juste une petite remarque du docteur Par-Antoine. Donc, il Ouais. ne faut pas très longtemps au cours de cette soirée pour voir qu'être médecin ne suffit plus, mais il faut être aussi informaticien ou au moins très sensible à ce métier. N'est-ce pas là un frein supplémentaire à l'installation des futurs médecins en libéral et comment faciliter cet outil pour les médecins qui doivent quand même par ailleurs avoir quelques connaissances en médecine? Les after-work. Ouais, Hein, bon, c'est fait pour ça. en conclusion, je pense qu'on peut dire effectivement que nos orateurs nous ont ouvert les yeux et fait siffler les oreilles à plusieurs fois, et que les quelques auditeurs et visiteurs de notre webinaire et ceux qui vont le revoir sur le web vont effectivement devoir se poser pas mal de questions et on va devoir se remettre en question sur pas mal de nos pratiques. Je tiens donc à remercier en tout cas l'équipe Doctolib, Monsieur Voisin et très certainement aussi nos collègues et Monsieur Desjans pour ces explications très claires. Et on va essayer avec l'URPS de mettre un digest de ça sur notre site que vous pourrez consulter plus longtemps et partager et puis revenir dessus si vous n'avez pas compris du premier coup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On les fera parvenir soit à Monsieur Voisin, soit à Monsieur Desjans, qui, je pense, se feront un plaisir de vous répondre. Il y a un petit sondage encore, veuillez y participer, ça nous permettra, un, de voir si vous avez apprécié la soirée, deux, de peut-être savoir de quoi on va parler la prochaine fois. Et bon, je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée et au plaisir. Bonsoir. Merci.